Très rapidement, parce que je crois que c'est l'actualité d'aujourd'hui qui compte. Il y a 15 ans, en fait, une bande de jeunes, et moi, j'étais pas du tout dans la danse à ce moment-là, mais je les connaissais, c'était des musiciens, ils avaient un groupe de musique, notamment certains qui s'appelaient Kavalaïka, et se sont rassemblés notamment pour organiser des concerts et d'organisation de concerts. Ils ont évolué vers donner des coups de main à des artistes pour qu'ils puissent, en fait, solvabiliser leur activité, être mieux connus par la mise en place en fait de vidéos, le placement sur YouTube, enfin sur des choses comme ça. Et l'idée est venue chez ces fondateurs en fait de créer, parce qu'ils savaient même pas ce que c'était, un espèce de lieu hybride qu'on appelle aujourd'hui un tiers-lieu culturel où la place était donnée aux artistes, aux jeunes, à toutes les personnes qui souhaitaient parler des enjeux de nos sociétés, de sujets, de sujets, tout en le faisant de manière artistique et je dirais gaie. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé quand je suis arrivée il y a 2 ans, c'est que c'est une équipe de gens qui sont joyeux. Est-ce que tu es d'accord, Steven ? Très bien résumé, oui, effectivement. Donc voilà, donc est arrivé ce tiers-lieu. Et manque de bol, il ouvre en janvier 2020, mars 2020, boum, donc 2 ans de fermeture en fait liée au Covid qu'on a tous vécu. Et puis ensuite, on est arrivé plusieurs, dont moi, j'ai accepté d'être présidente de ce tiers-lieu, très très séduite en fait par la créativité qui existait en fait dans ce lieu. C'est-à-dire que vraiment, ils osaient, et puis tu disais, bah oui, on va faire ça. Puis tout d'un coup, tu voyais des idées absolument géniales sortir. Un lieu aussi pour accueillir des artistes émergents. Et puis la communauté s'est créée, formidable. Et puis nous, dans le conseil d'administration, on a bossé le budget, remanié, organisé, structuré, imaginé. Et puis on est arrivé, en fait, notamment auprès des collectivités publiques et de la mairie, en disant, certes, peut-être qu'il y a 6 ans, on imaginait qu'on se débrouillerait tout seul, que faire de la culture accessible à tous, on pouvait le faire sans aucun financement public. Et moi, il y a 9 mois, même 1 an et demi, je dirais, je leur ai dit, et notamment au ministre de la Culture, c'est pas vraiment ça, c'est donc à l'adjoint à la culture, on a discuté, j'ai dit, mais on pourra pas s'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a un projet associatif qui est tellement fort, on veut que les prix ne soient pas élevés, on veut accueillir, en fait, justement des personnes qui sont en train de sortir, et il nous faut un minimum de 25% de financement public ou de mécénat, mais de mécénat pérenne, tous les ans, pour pouvoir boucler notre budget. Et notre budget, il est de 400 000 euros par an. C'est déjà génial d'arriver, vu la situation et l'endroit où on était, où on est, en fait, toujours d'arriver à faire 300 000 euros de chiffre d'affaires, mais il nous manquait 100 000 euros. Et en fait, la discussion qu'on a eue, en fait, avec les collectivités publiques, c'était de dire, est-ce qu'on peut pas faire un tour de table financier, mettre autour de la table la mairie d'Angers, et l'Agglo, qui travaille de concert bien évidemment, la région, la DRAC qui nous aide, qui nous a aidés, et voir, éventuellement, dans ces cas-là, s'ils étaient autour de la table, vous aviez des mécènes qui pouvaient nous appuyer, mais pas en nous donnant 1 000 euros. En fait, 1 000 euros, c'est extrêmement sympa, ça permet de soutenir en fait une soirée, mais c'est pas ça qui permet de maintenir ces 6 salariés absolument indispensables. Et en fait, ils nous ont aidés, on a été aidés en 2023 pour boucler l'année, et puis 2024, le coup près est tombé, c'est-à-dire que c'était, écoutez, non, en fait, on ne peut pas vous aider, donc comme la ville ne pouvait pas nous aider, la DRAC a dit, moi je me désengage, la région ne s'est jamais engagée, et donc le fil, on s'est regardé, on a dit, maintenant on fait quoi ? On savait, avec les salariés, t'es d'accord, Steven, que si ces facteurs clés-là n'étaient pas présents, on ne pouvait pas continuer parce qu'on n'avait pas les sous, parce que c'est épuisant d'être créatif, d'inventer, d'être joyeux, puis en même temps d'avoir à apporter tout ça. Et donc voilà, arrêt. Que l'on comprenne bien, donc Nathalie, le tiers-lieu ne ferme pas parce qu'il ne marche pas, mais parce qu'il n'est pas suffisamment soutenu par les collectivités. Ce point culturel n'est pas suffisamment soutenu pour pouvoir exister et être pérenne.
Et contrairement à ce qu'on pensait, ou à ce que pensaient les fondateurs, en disant on peut se débrouiller tout seul, moi, mon maître mot actuellement, c'est ces lieux d'émergence, ces lieux accessibles à tous. Certes, on peut être le plus performant possible, et moi je trouve ça important d'avoir cet esprit d'entrepreneur, donc de faire du chiffre d'affaires avec les nombreuses activités qu'on avait, mais avec un minimum de financement public. On pourra tout à l'heure éventuellement reparler du modèle économique des tiers-lieux, voir s'il y avait peut-être des défaillances, parce que j'imagine que ça peut aussi se voir dans d'autres tiers-lieux. Tout le monde doit éventuellement souffrir aussi de ce manque d'investissement public. Mais avant ça, Steven, la réaction face à cette dure réalité qui vous rattrape malgré tout, on s'y attendait, mais ça fait mal quand même. Ah, c'est sûr que ça pique un petit peu. Alors, on a eu un peu toute une phase au début où on était perdu, on savait pas trop si c'était de la colère, on s'est demandé à un moment donné s'il y avait des regrets ou autre, puis finalement des regrets non, parce que comme le disait Nathalie, la beauté d'un projet comme ça, en fait, c'est que on ait pu tous être à 100%, qu'on ait eu cette chance de non pas travailler avec des collègues, mais avec des amis. Ça, ne serait-ce que ça, c'était une super belle expérience à pouvoir vivre. Tout ce système de direction collégiale ou autre, le fait d'avoir à chaque fois un événement différent, de découvrir, de rencontrer du monde, ça a été vraiment une mission top. Et surtout, en fait, un retour public assez incroyable. Ne serait-ce que là, par rapport à l'annonce de la fermeture qu'on a fait la semaine dernière, on a eu des réactions vraiment dans tous les sens, quoi, que ça vienne aussi bien des partenaires que du public, que des artistes qui sont venus. On a coché un peu toutes les cases des objectifs de ceux, je pense, qui avaient monté cette association au début. Forcément, après, plus les salariés ont changé ou se sont rajoutés ou autre, le projet a évolué un peu avec l'énergie des salariés présents, mais c'était vraiment une locomotive dans laquelle on était tous, et là, c'est sûr que c'est une forme de déception quand même. Alors justement, Steven, forcément, ça va vous manquer, ça va te manquer le tiers-lieu, le 122, et côté public, cette communauté justement qui s'est fédérée, qui a fait du 122 sa maison, son salon, son bistrot d'une certaine façon, puisque la cantine venait d'ouvrir il n'y a pas très longtemps. Quelles sont les réactions la colère aussi de la part des personnes qui il y a beaucoup de colère, je pense, comme en plus comme le disait Nathalie, le projet fonctionnait en fait, donc pour beaucoup de gens ça a été un peu une nouvelle tombée de nulle part en fait, en se disant mais c'est pas possible parce qu'à chaque fois qu'on vient c'est rempli, il y a du monde, il y a toutes ces choses. Maintenant forcément il y avait plein de contraintes qui étaient là, qu'elles soient aussi bien financières que logistiques, que ce soit l'insonorisation même du lieu, que ce soit le fait de devoir arrêter les événements à 22h ou tout ce genre de choses. Et en fait à force on a fait un peu la balance a commencé à peser du mauvais côté, où finalement il y avait plus de contraintes que de réelle viabilité de projet à long terme. Et donc voilà, comme je disais, en tout cas, nous, on ressent beaucoup de bonheur par rapport à tous ces retours, de se dire on a pu avoir un impact sur le territoire, on a pu remplir cette case d'accessibilité à la culture et au savoir pour tous, et surtout voir plein de gens qui repartent avec le sourire du lieu, et ça c'est cool. Ça n'a pas de prix, quoi. En tout cas, le 122 va évidemment laisser un vide justement sur le territoire, dans le cœur de ces personnes qui avaient commencé à prendre l'habitude de le fréquenter. Est-ce qu'un autre tiers-lieu pourrait ou pas le remplacer, entre guillemets? Justement, maintenant, c'est l'occasion, Nathalie, de parler, de questionner ce modèle économique des tiers-lieux, en tout cas dans la forme qu'avait le 122, parce que j'imagine que les subventions ont plutôt tendance à aller à la baisse de la part des collectivités. Donc, est-ce que le modèle économique, il n'y a pas des choses à revoir aussi à ce niveau-là? Est-ce qu'il n'y a pas eu, pas des défaillances, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu envisager les choses différemment d'un point de vue économique pour assurer la pérennité du tiers-lieu? Alors, c'est vrai que moi, j'ai été... depuis 30 ans, je suis très impliquée dans le milieu associatif et dans les modèles économiques. Première chose, en fait, au niveau d'un tiers-lieu culturel, on avait beau compter les 6 salariés. D'abord, il y avait une telle cohésion qu'on a dit, si on se scratchera ensemble. Hein, on va pas... voilà. Mais surtout, toute personne était complètement indispensable. Margot, chargée de com, qu'est-ce qu'on faisait si elle disparaissait? Steven, chargé de régie et musicien et de la musique, qu'est-ce qu'on faisait s'il partait? Antoine, qu'est-ce qu'on faisait, etc. Héloïse, qu'est-ce qu'on faisait en fait si elle n'était pas sur l'administratif? Tous les salariés étaient là, donc en fait on ne peut pas, sur un tiers-lieu culturel, il y a une telle diversité de métiers que ça tourne d'une manière professionnelle, dynamique à 5. Je ne crois pas qu'on puisse fonctionner en bénévolat complet sur ce type d'activité. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le but, c'est vraiment d'ouvrir cette culture à tous. Donc, c'est d'éviter qu'on ait des prix qui soient à 15 €, à 20 €.
pour rentrer là-dedans, parce que ça marchera pas, parce que ça, c'est une culture élitiste et qui s'adresse à d'autres gens que le projet associatif qu'on avait. Et là, par rapport à ça, la seule solution, c'est que, certes, on essaie d'être plus rentable que d'autres, c'est-à-dire on dit oui, on va se remuer, on va faire du chiffre d'affaires, mais moi, je pense que c'est un minimum de 20-25%. Et du reste, l'étude de France Tiers-Lieux parle de 45 à 50% de financement public sur ce type de projet. Donc, je dirais, aide au lancement, ok, mais travailler un peu la pérennisation de ces types de structures. Tu parles de culture élitiste. Les prix que tu évoques, on peut les retrouver dans certaines autres structures qui, elles aussi, sont pourtant soutenues, et même des fois de manière importante. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une inégalité entre les différents secteurs culturels soutenus ou non par les pouvoirs publics ? Alors moi, Là, je serais plus mesurée parce qu'on sait, quand on monte une association du type Paille-Paille et qu'on monte un tiers-lieu, qu'on est dans l'expérimentation, qu'on est dans l'essai, on nous laisse une grande liberté, on nous a fichu la paix, alors que quand on est... Alors, je ne suis pas une spécialiste de la culture, mais qu'on est dans une SMAC ou qu'on est en fait dans je veux dire, dans une institution culturelle, le deal, il est clair, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des coûts, il y a des charges qui sont plus importantes. Donc moi, je serais prudente sur la comparaison qu'il puisse y avoir. Oui, puis nous, dans l'expérimentation aussi, on s'est pas mis un label, on s'est pas mis une étiquette en fait. On n'est pas une salle de spectacle, on n'est pas non plus une salle de cinéma, on n'est pas non plus une salle de conférence, on n'est pas non plus un théâtre. Et pourtant, c'est des activités qu'on fait toute la semaine, tout le temps. Donc l'expérimentation s'est faite là aussi. Je pense que vis-à-vis de ça, la comparaison est un peu délicate. Et en même temps, toutes ces autres structures aussi, on a eu la chance d'être partenaire avec eux, que ce soit... tous les autres lieux d'Angers, en fait, sont aussi revenus vers nous. On a énormément travaillé avec eux. Et je pense qu'on avait un peu cette particularité, justement, pouvoir se dire, vous êtes moins gros qu'une énorme salle de spectacle, donc on peut se permettre de faire un projet qui va peut-être attirer moins de monde et coûter moins cher, mais en même temps, on va pouvoir un peu innover aussi en mettant un format conférence juste avant ou autre. Donc, ça, la comparaison est un petit peu délicate, je pense. Donc, inégalité, je dirais pas. Maintenant, je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de tiers-lieux qui ferment que de tiers-lieux qui ouvrent. Voilà, en tout cas, c'était important de le préciser. Ouais. Ce n'est pas la cause principale. Le tiers-lieu est trop expérimental, peut-être d'une certaine façon encore, et n'est pas totalement implanté dans le paysage culturel, on va dire, standard, presque institutionnel. Et peut-être que c'est ça le drame du 122, en fait, d'avoir trop permis la créativité, peut-être d'être trop pionnier Trop tôt. Ouais. Peut-être. Mais je sais pas. Moi, on a fait donc une communication et en fait, ce qu'on avait noté, ce qui me paraît très très important, c'est on avait noté jeunesse, innovation, culture émergente. Nous nous interrogeons où va une société dans laquelle ces initiatives ne trouvent plus leur place. Et ça, c'est vraiment, je veux dire, un message important. On est dans un monde où tout bouge, où tout le monde est inquiet. Et il faut qu'on ait des lieux de convivialité et de qualité dans la programmation. Ouais. Voilà. Et nous, on défend une certaine culture de qualité. Totalement. Et puis, c'est vrai que comme dit Nathalie, tout est tellement aujourd'hui dense, dur, en fait, que la culture, c'est un petit peu une forme d'évasion pour les gens. C'est un peu l'occasion de pouvoir penser à autre chose, de découvrir d'autres choses. Et puis comme disait Churchill, si on ne se bat pas pour la culture, alors à quoi bon se battre, finalement ? Merci pour cette citation, Steven. Alors Steven, toi, tu vas rester avec nous. Nathalie, tu vas devoir nous quitter puisque tu as d'autres impératifs. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir mis les choses au clair concernant. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être juste avant de partir ? Je voulais surtout vous remercier, en fait, de faire cette émission. Merci, en tout cas.